Bonsoir à toutes et à tous. Donc chronique numéro 226 me semble-t-il. Et dans cette chronique, je vais essayer de vous parler un petit peu de la révolution ultra néolibérale autoritaire. Celle que nous vivons actuellement dans notre doux pays. Et d'où vient-elle? Alors pour faire un peu d'histoire, il faut revenir dans le passé, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, où l'échec des expériences structuralistes a favorisé le retour des politiques orthodoxes de stabilisation. C'est en ces termes que fut qualifié effectivement ce genre de révolution pour lui donner effectivement des lettres de noblesse. Cependant, je voudrais dire que celles mises en œuvre dans les années 70 ont deux traits de caractéristiques qui les distinguent de celles des années 50. Tout d'abord, une différence politique, car elles sont appliquées par des gouvernements militaires autoritaires chargés d'imposer la discipline aux travailleurs et qui contrôlent le contexte politique et économique, afin, en définitive, de permettre l'application d'une stratégie cohérente de stabilisation. Nous avons le même facteur à l'époque de Margaret Thatcher, souvenez-vous, dans les années 80, la privatisation d'une multitude de secteurs, et y compris la grande grève des mineurs qui a duré une année. Thatcher a réussi à s'en sortir en détournant le problème sur les Malouines. Je vous invite à faire des petites recherches là-dessus. Bon, bref. Nous avons aussi notre part néolibérale, mais un peu plus timide, en la qualité de Valéry Giscard d'Estaing, qui lui-même aussi était un disciple de Milton Friedman. Mitterrand n'a pas mieux fait après les 3 ans de communisme, de socialisme. Lui-même s'est tourné vers ce genre de pratique au nom de l'Europe. Et nous avons eu ensuite des gouvernements qui n'ont fait que gérer finalement la politique qui avait été mise en place. Jusqu'à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui lui a mis effectivement la vitesse grand V, et donc aujourd'hui Emmanuel Macron en sort, je dirais, vainqueur, en tout cas dans les médias, de cette politique héritée effectivement du néolibéralisme autoritaire. Nous l'avons vu avec la gestion des gilets jaunes et avec le refus du gouvernement de se saborder ou de démissionner face à la gabegie. Alors revenons effectivement à cette politique qui à l'origine prend source sur l'alliance entre le militaire et, je dirais, la politique économique autoritaire. Alors, à l'origine, elles se sont appliquées par des gouvernements militaires autoritaires, comme je viens de le signaler, qui ont été chargés d'imposer la discipline aux travailleurs et qui contrôlent le contexte politique et économique afin de permettre l'application d'une stratégie, comme je viens de le préciser, cohérente selon eux de stabilisation pour leurs propres intérêts. Ainsi, je dirais, l'autoritarisme surgit comme une condition nécessaire au succès des politiques orthodoxes. Je dirais même que la deuxième nouveauté est que ces politiques visent le long terme. Beaucoup de ressemblances aujourd'hui avec des gouvernements libéraux ou ultralibéraux que nous avons, qui effectivement, eux aussi, selon leur doxa, visent le long terme. Auparavant, le monétarisme était associé à des politiques d'ajustement à court terme dont le succès était évalué dans cette perspective. Dorénavant, il s'agit de modifier de façon fondamentale le fonctionnement de l'économie, un peu comme ce qui nous arrive aujourd'hui. Ainsi, je dirais, la lutte contre l'inflation passe par d'importants changements structurels tels que la réduction de la taille du secteur public, la réorientation du surplus vers le secteur
capitalistes privés, la création de marchés de capitaux privés, l'ouverture de l'économie au libre-échange, la modification de la situation des travailleurs, qu'on appellerait aujourd'hui détachés, etc. Alors les mesures technocratiques orthodoxes initialement mises en place pour réduire l'inflation se transforment en un modèle global qui permet non seulement d'examiner des problèmes techniques, mais de rendre clairs les aspects les plus généraux d'ordre social, sans bien entendu oublier la politique, et même, je dirais, n'ayons pas peur de le dire, culturelle. De cette manière, l'inflation est considérée comme le symptôme d'une crise économique généralisée qu'il faut affronter grâce à une gestion économique drastique, saine et culpabilisante à l'égard des populations. Après une période de répression sanglante qui a décapité au sens propre comme au figuré, et là je reviens à l'histoire, l'unité populaire chilienne, le parti de Salvador Allende, la junte d'Augusto Pinochet a pris la tête pour la première fois au monde d'une révolution ultralibérale afin de lutter contre l'inflation, désengager l'État de la vie économique et libéraliser cette dernière. Le régime militaire a combiné une intense répression politique avec une application presque religieuse de l'économie de marché et surtout du libre-échange. Après le coup d'État, le Chili a poursuivi de manière précoce une stratégie volontariste de libéralisation à outrance. Des diplômés de l'université de Chicago et d'autres universités américaines, les Chicago Boys, en la qualité de Jorge Coas, Sergio de Castro, José Piñera, Hernán Bucci, etc., ont contrôlé le ministère des Finances pendant plus de 11 ans. Le plan pendant plus de 9 ans, le ministère de l'économie pendant 5 ans et demi, et en général les principaux postes clés à partir de 1975. Alors, un Chicago Boys de Harvard, comme précisait justement José Piñera, ont pénétré des domaines traditionnellement hors limite de la rationalité, je dirais, économique, comme les relations du travail, voire même de la sécurité sociale, sans oublier qu'ils ont touché tous les secteurs, l'éducation, la santé, la gestion municipale et même la défense. Alors malgré quelques déviations idéologiques, les Chicago Boys ont prôné pour la première fois, et avant même Margaret Thatcher, le modèle néolibéral. Et dans le langage de Friedrich von Hayek, on pourrait dire qu'ils ont mené à bien une révolution constructiviste grâce à un despotisme technocratique et à l'aide de l'armée. Alors entre 1973 et 1981, les Chicago Boys, pionniers de l'ultralibéralisme faisant école, ont entamé une série de réformes compatibles avec le décalogue de la première version du consensus de Washington, proposé à la fin des années 80. Liberté totale des prix, ouverture indiscriminée aux importations, libéralisation du marché financier, aussi bien en termes de taux d'intérêt que d'allocation du crédit, large libéralisation des flux internationaux et des capitaux, réduction de la taille du secteur public, allant jusqu'à la faire disparaître, au besoin est, privatisation des entreprises publiques traditionnelles, y compris de la santé, suppression de la majorité des droits syndicaux, réforme fiscale pour réduire les impôts directs et les rendre plus progressifs, introduction du premier système de retraite par capitalisation. Alors, bien entendu, on peut dire que les résultats de l'expérience néolibérale au Chili ont été très négatifs dans tous les domaines. Aujourd'hui, tous les experts sont unanimes. Elle a engendré une société aux inégalités croissantes, voire endémiques, même structurelles, une prédominance de l'économie financiarisée, et la politique macroéconomique appliquée entre 1973 et 1982 a fini en catastrophe. Des chutes de production, d'investissement et d'emplois se sont accompagnées
d'un fort déficit de la balance des paiements et d'un surendettement extérieur. Le chômage a augmenté d'une façon exponentielle, voire même dramatique, et les indicateurs de répartition ont montré une forte détérioration de la situation des salariés. Mais je dirais que les indicateurs macroéconomiques sont seulement la partie la plus visible de l'iceberg, et même, je dirais, de la profonde transformation qu'a subie l'économie chilienne pendant cette période. En effet, elle a été fortement privatisée et un processus radical de libéralisation du commerce et des flux financiers extérieurs, voire une réorientation des ressources et des capacités de gestion des activités productives vers la spéculation financière et le développement des activités commerciales liées aux importations ont été fatalement opérées. La dureté et l'injustice de la crise et les faillites massives ont généralisé le mécontentement politique et les manifestations d'opposition à une dictature impitoyable. Même parmi ceux qui est quand même assez, je dirais, inouï, ceux qui avaient approuvé les réformes dans ce contexte, ma foi, effectivement, le gouvernement de Augusto Pinochet et les Chicago Boys se sont vus contraints à transgresser les préceptes néolibéraux en introduisant une certaine dose de pragmatisme dans la politique économique, suivie entre 82 et 89. Le Chili chemine alors vers ce qu'on a appelé l'économie politique du possible, sans dogme ni impatience, c'est-à-dire en se limitant à faire ce qui est possible, sans trop déranger, bien entendu, surtout les classes dominantes, ce qu'on appelle les classes compradores. Parmi les mesures adoptées par la dictature de la décennie des années 80, il faut noter l'augmentation des droits de douane, l'encouragement aux exportations et voire l'étatisation de la dette privée, la renégociation des crédits bancaires avec ses créanciers, les aides financières massives au secteur privé, et selon le principe de privatisation des profits et socialisation des pertes. En ce qui concerne, je dirais, ce dernier point, l'État s'est vu obligé d'intervenir en prenant en charge la gestion de certaines banques, en les liquidant dans d'autres cas, ou encore en les soutenant directement grâce à une injection de fonds par l'intermédiaire de la Banque centrale. En fait, il s'agissait, comme l'a fait remarquer Carlos Díaz Alejandro, d'une nationalisation totale du système bancaire. En raison de fortes pressions de la part des entrepreneurs, cette période a été caractérisée par de nombreuses mesures en faveur des secteurs à haut revenu. Subventions massives, privatisation des entreprises intervenues après la crise de 82, privatisation de grandes entreprises publiques comme l'électrique. En revanche, en matière sociale, le gouvernement a une position très défavorable vis-à-vis des organisations populaires et des syndicats. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant qu'il y ait une reprise économique, mais avec une détérioration supplémentaire dans la répartition du revenu, créant en fait un énorme fossé dans les inégalités. Alors, 1987 est l'année qui enregistre la pire répartition du revenu depuis les statistiques qui aujourd'hui prédominent. Alors, bien entendu, je pourrais comme ça développer pendant des heures sur effectivement ce que nous avons vu de ce modèle, mais que pouvons-nous retenir? Que ma foi aujourd'hui les néolibéraux, comme disait Thatcher, on peut soutenir une révolution militaire néolibérale au Chili, mais il faut utiliser d'autres voies pour imposer le néolibéralisme aux Britanniques ou aux Européens. Alors, aujourd'hui, effectivement, d'autres façons de faire, d'autres réflexions, des think tanks ou des boîtes à idées, ont su finalement mettre en place exactement la même politique que les Chicago Boys ont mis d'une façon peut-être un peu violente et dictatoriale et autoritaire. Mais finalement, au fond, les résultats que je viens d'énoncer sont à l'identique de ce que nous rencontrons aujourd'hui dans notre pays. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.